tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 27 mars et comme tous les mercredis, nous recevons en fin de journal l'invité de la semaine. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du plongeur Laurent Balesta. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons très largement sur la Monaco Ocean Week qui se poursuit. Retour sur le conseil communal qui débattait autour de projets juniors. Nous prendrons la direction de l'Espagne où vient de se dérouler une conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre. Et enfin, nous découvrirons une nouvelle exposition de tableaux proposée sur les murs du quai des artistes. La Monaco Ocean Week se poursuit jusqu'à vendredi. De nombreux événements sont organisés tous les jours à cette occasion. Et pour la première fois, vient d'avoir lieu une réunion avec les grands centres de recherche océanographique européens. Un reportage de Patricia Navarro. C'est à l'initiative de l'Institut océanographique et de la Fondation Prince Albert II de Monaco que pour la toute première fois, les grands centres scientifiques de recherche océanographique européens se sont retrouvés autour d'une même table. Cet événement inédit a non seulement permis un partage d'expériences entre eux, mais il avait aussi pour vocation de nourrir une discussion éminemment importante sur la stratégie à mettre en place pour l'avenir des sciences marines en Europe, à l'heure où la pratique scientifique subit bien souvent une pression budgétaire, n'a pas la visibilité qu'elle mériterait ou se heurte à un manque d'intérêt de la part du grand public. Là, on construit sur l'histoire et la vocation de la principauté de Monaco, d'arriver à assembler les différents acteurs, notamment scientifiques, sur l'océan et de créer une dynamique commune. Et là, on a souhaité, et c'était la première fois que ça existait, rassembler une dizaine de grands patrons de centres de recherche océanographiques européens pour évaluer avec eux comment mieux travailler ensemble, et finalement comment être plus efficace et surtout comment atteindre un public plus large. Ces échanges auxquels le prince Albert II a pris part auront ainsi permis de passer en revue les moyens pour la science de se renouveler et d'être plus accessible et audible. Il y a deux volets. Il y a le volet de la science et de la production de savoir, et il y a le volet aussi de l'information qu'on transmet à la fois au grand public et aux décideurs politiques. Et on ne peut pas, nous, scientifiques, travailler tout seuls. On travaille sur des sujets qui sont d'importance sociétale majeure, comme l'océan et d'autres, mais l'océan est vraiment une question majeure aujourd'hui, à la fois par rapport au climat, également par rapport à la pollution, par rapport à la biodiversité qui diminue dans l'océan, par rapport à cette ressource qu'est l'océan pour les habitants de la planète d'une façon générale. Et je pense que là, on a vraiment eu un temps où on a pu articuler les questions scientifiques avec l'environnement sociétal. Cette première réunion aura été particulièrement fructueuse et laisse entrevoir un futur commun à tous ces grands centres scientifiques qui se sont entendus pour faire partie d'une fédération qui rassemblera toutes les forces en présence et aura pour objectif notamment de construire un message pour promouvoir les grands enjeux des océans. Et en marge de cette réunion, 2 accords de partenariat ont été signés au profit de l'Association pour le financement durable des aires marines protégées, dont je vous propose d'écouter le coordinateur du Fonds environnemental pour les AMP, Romain Renouf. Le Fonds environnemental pour les aires marines protégées a été créé il y a 2 ans de ça et il vient en fait accompagner l'efficacité de la gestion des aires marines protégées que l'on a sur le pourtour de la Méditerranée. Donc notre travail, c'est d'accompagner les aires marines protégées de Méditerranée, leur donner vie, de permettre aux équipes qui sont sur place, que ce soit en Tunisie, en Albanie ou au Maroc, d'avoir des moyens d'intervention beaucoup plus efficaces en matière de surveillance des sites, en matière de suivi de l'état de santé des milieux naturels, en matière d'aménagement également de ces milieux ou encore pour des projets de restauration écologique. Alors bien évidemment, vous avez besoin pour cela du plus grand nombre de soutiens possible. 2 signatures ont eu lieu hier et aujourd'hui de partenariats importants pour vous. 2 partenariats qui sont très importants pour nous et qui viennent dans la continuité de partenariats que nous avions signés l'année dernière à l'occasion de la Monaco Ocean Week 2018. Nous avons engagé un partenariat avec l'Institut océanographique de Monaco qui a été à l'origine d'un réseau méditerranéen et international d'aquariums et qui nous a permis d'entrer en contact avec ces différents établissements qui sont aussi intéressés à contribuer
à une action très concrète de conservation de la biodiversité marine. Et donc en participant à cette signature aujourd'hui, en fait, une partie des, on va dire, des recettes, des tickets de visiteurs dans ces différents établissements viennent appuyer financièrement notre initiative, ce qui nous permet d'accompagner plus d'aires marines protégées et de les accompagner dans la durée. Donner la parole aux jeunes et les sensibiliser à l'action municipale. Voici le but du projet communal junior. Hier, des collégiens ont présenté leur projet à la mairie devant les élus avec l'espoir de les voir se concrétiser. Dominique Poulain vous en dit plus. Une classe de 6e du collège FANB et des élèves de 4e et 3e du collège Charles III sont reçus en mairie dans le cadre du projet communal junior. Cette initiative pédagogique, lancée pour la première fois en 2012, a pour but de donner la parole aux jeunes de la principauté, de les écouter, de les sensibiliser à l'action municipale et de leur permettre de s'impliquer dans la vie monégasque. C'était à la fois de leur faire découvrir l'institution communale, les impliquer à nos travaux et puis surtout de générer des nouveaux projets, des nouvelles animations pour les jeunes et pensées donc par les jeunes. Donc on est sûr de proposer quelque chose qui leur plaît. On veut proposer de nouvelles activités ciblées sur la tranche des collégiens, en fait la tranche d'âge des collégiens. Après avoir travaillé en classe sur leur projet avec l'aide de leurs professeurs, les collégiens les présentent au conseil communal. 3 projets jugés les plus pertinents sont retenus. Le concours de street art proposé par les élèves du collège FANB, Monaco a un incroyable talent et la journée intergénérationnelle proposée par le collège Charles III. Ça consiste à relier les jeunes et les plus âgés, à leur faire voir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, comme avec l'informatique, leur apprendre un petit peu. Ils vont nous expliquer des astuces et nous de même. Faire découvrir à la population et à la télé, par le biais de la télé, les talents de Monaco, donc des nouvelles générations pour essayer de faire passer une nouvelle image de Monaco et découvrir des choses en fait. Des talents en ce qui concerne quoi? Quelle discipline par exemple? Toutes les disciplines, donc ça peut s'étendre sur les domaines artistiques, donc surtout, donc danse, chant, dessin, art, tout ça. Et en fait, globalement, c'est tous les talents que les enfants peuvent avoir. Au début, c'est parti juste vraiment d'une idée simple. Enfin, on a juste dit, tiens, ce serait marrant de faire un concours de street art, parce que c'est vraiment d'actualité et tout. Et après, c'est vraiment parti dans les détails. On a mis en place, on s'est dit que vu qu'il y en avait déjà un pour les professionnels, on pouvait aussi en faire un pour les jeunes, que ce serait sympa et tout. Et c'est parti de ça, vraiment. Les 3 projets sont adoptés par les membres du conseil communal présents à la séance publique. 2 verront le jour dans les mois, voire dans les semaines qui viennent. Un autre sera mis en place un peu plus tard. Prenons la direction de l'Espagne où vient de se dérouler une conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre à Madrid. Une conférence sur 2 femmes peintres du XVIe et XVIIe siècle. Un reportage sur place de Fabien Bonilla et Thomas Deus. La Fondation Prince-Pierre organise depuis l'année dernière des conférences hors les murs, comme ce lundi à Madrid, la plus grande ville espagnole et par la même occasion la capitale, située au centre de ce pays ibérique. Cette conférence a été organisée par la Fondation en collaboration avec le musée du Prado et c'est précisément dans ce célèbre musée que monégasques et espagnols se sont retrouvés autour du thème « Les femmes peintres ». La conférencière Laetitia Ruiz Gomez est revenue sur les femmes qui ont été peintres au XVIe et XVIIe siècle et particulièrement 2 d'entre elles ayant acquis une renommée en bravant les stéréotypes qui voulaient qu'une femme ne pouvait pas être peintre à l'époque. Sofonisba Anguissola et Lavinia Fontana. Les premières choses, elles sont dames. Alors c'est différent, non, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de notre propre musée. Et après, elles sont très différentes parce que Lavinia Fontana, c'est une peintrice qui ouvre un bottega, un atelier, mais Sofonisba, c'est un peu les mythes, les figures qui a créé la dimension de la d'homme, de la femme qu'elle peut
travailler, qu'il peut être virtueux, qu'il peut faire les choses. Alors c'est un peu la référence pour tous les autres qui arrivent après de Sofonisba. Parmi les spectateurs dans la salle de conférence du musée du Prado, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, la Fondation Prince-Pierre est une vraie référence dans le domaine de l'art. Je pense que Monaco est un petit pays par la taille, mais est en fait un grand pays et a une réelle capacité culturelle. Traditionnellement, les conférences de la Fondation Prince-Pierre se déroulent en principauté depuis l'année dernière, à l'extérieur comme ici à Madrid. C'est un souhait de la présidente, la princesse Caroline. L'objectif, il est tout simple, il est de partager avec plus de personnes ce que fait la Fondation et la faire connaître. Il est vrai qu'aujourd'hui, encore, il est nécessaire de mettre l'accent sur le fait que les femmes n'ont pas forcément la place qu'elles devraient avoir dans notre société. Alors ce choix-là n'est pas vraiment le fait du hasard, mais tombe parfaitement bien dans une des missions de la Fondation, qui est de promouvoir l'artiste. Cette conférence d'1 heure environ a mis en lumière 2 femmes peintres qui ont marqué l'histoire de l'art. Elles seront au cœur d'une exposition au musée du Prado en octobre prochain. En attendant, la prochaine conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre se déroulera à nouveau en dehors de la principauté, toujours dans une capitale européenne, Londres, le 16 avril avec pour thème « Nouvelle expérience en art et technologie ». Découverte à présent d'une toute nouvelle exposition de tableaux proposés sur les murs du Quai des Artistes jusqu'au 10 avril. Marine nous plonge dans un univers de bleu. Les œuvres sont signées Annie Gauthier-Blanqui. Les explications de Sandrine Nègre. Inspirée par la mer et l'océan, Annie Gauthier-Blanqui transporte et plonge ceux qui regardent son travail dans un éventail de bleu. Un univers à la fois proche et plus lointain. Proche car Monaco, là où elle vit, est baignée par la Méditerranée, tout comme Beaulieu où se trouve son atelier. Plus lointain aussi car la côte de l'Atlantique, de la Bretagne au Pays Basque, en passant par La Rochelle, est bien présente. Tout ce que je présente aujourd'hui, vraiment, c'est le bleu qui prédomine. Et je dois dire que c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Depuis l'enfance ? Oui, depuis l'enfance. Et puis, le bleu me procure vraiment une espèce de paix en soi, de sérénité et de bonheur. Et il stimule aussi l'imagination et ça me permet aussi de réfléchir. Exposer son travail revêt toujours une importance particulière pour cet artiste. Le fait de dévoiler ses œuvres est aussi étroitement lié à une volonté de transmettre sa passion, ses goûts en termes de couleurs, ses choix de techniques et de matières qu'elle a développés au fil des années dans différentes villes, à Nice, mais pas seulement. En 2003, mon mari a été nommé ambassadeur en Suisse, donc j'ai quitté évidemment Monaco, j'ai suivi mon mari. Et là, pendant 2 ans, j'ai continué à travailler la sculpture dans un atelier à Berne. Et puis 2 ans après, nous sommes allés en Italie. Donc là, j'ai fait une rencontre formidable. J'ai rencontré une amie et mon maître d'ailleurs, Karen, qui est un grand artiste, un grand professeur d'art à l'école des Beaux-Arts à Rome. Et vraiment, ça a été pour moi une très grande ouverture d'esprit avec elle. Et nous avons travaillé sur les différentes techniques mixtes, l'huile, l'acrylique, la peinture, collage, et puis les pigments, surtout les pigments. Annie Gauthier-Blanqui avoue bien sûr avoir quelques coups de cœur parmi ses œuvres. Toutes sont en tout cas à découvrir jusqu'au 10 avril au Quai des Artistes. Nous avons donc rejoint notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés Laurent Balesta. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes auteur de plus d'une dizaine de livres, vous avez mené d'importantes expéditions à travers le monde. Finalement, d'où est née cette passion? La curiosité du monde marin, liée d'abord d'ailleurs au film du commandant Cousteau. C'est assez banal finalement, je pense qu'on est des millions d'enfants qui ont eu ce même choc en regardant les aventures du célèbre commandant Cousteau. Et moi, c'était clair, dès le plus jeune âge, ce serait mon métier, quoi. Voilà, je serais explorateur sous-marin, etc. Je me souviens très bien le jour où le commandant Cousteau est mort. Je n'ai pas été triste parce que je ne le connaissais pas, mais je me souviens très bien m'être égoïstement dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Voilà. Et donc vraiment, c'était ancré assez profondément, ce désir-là d'explorer, d'illustrer et de raconter. Voilà.
Et ça demande de la science, ça demande une certaine aptitude au sport aussi, enfin voilà, à la performance, et aussi un travail artistique. Alors moi je suis comblé, quand il y a cette dimension scientifique, sportive et artistique, tout ça pour nourrir l'exploration sous-marine, je suis au comble. Vous avez beaucoup marqué l'histoire de la plongée et vous dites finalement que faire votre métier, c'est tout simplement raconter des histoires. On peut l'expliquer ? Oui, parce qu'après, si l'on parle à des collègues scientifiques, on les raconte d'une certaine façon. C'est de l'analyse de données, c'est des statistiques, etc. Et puis si on parle à des enfants, on leur raconte une aventure et des rencontres merveilleuses. Mais où est la différence? Elle n'est pas si nette en fait, c'est souvent qu'une histoire de formulation. Et j'essaie au cours de nos expéditions de garder en tout cas cet éventail très large de façons de raconter les choses. De la plus rigoureuse et scientifique des façons jusqu'à la plus artistique et poétique. Voilà, c'est en tout cas comme ça que j'essaie de mener mes voyages, mes expéditions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on connaît par cœur la Méditerranée? Où et il y a non, toujours des choses à découvrir, oui, c'est ça? C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne peut pas le dire. Moi, ce que j'entends beaucoup trop, c'est quand on nous dit que la Méditerranée est une mer quasiment morte, polluée, dévastée par les plastiques, par les pollutions chimiques, par les nuisances sonores. Je ne suis pas en train de nier ça, bien sûr qu'elle est abîmée, mais c'est tellement évident qu'elle le soit. Il y a 3000 ans qu'il y a des hommes qui sont autour et qui, dans une certaine mesure, la maltraitent, ou la négligent en tout cas. Donc évidemment qu'elle est abîmée, mais ce n'est pas nouveau. Encore le commandant Cousteau nous le disait en 1972. Il nous disait la Méditerranée est morte en 1972. Eh bien, elle ne l'est pas. Elle est blessée, bien sûr, mais il y a encore des merveilles. Non seulement il y a de quoi se faire plaisir en Méditerranée, à se balader sous la surface de la Méditerranée, mais comble de la chose, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des écosystèmes qui n'ont pas été bien explorés. Et je parle en particulier de cet écosystème de la zone crépusculaire, la zone mésophotique, là où il n'y a plus que 1% de la lumière du soleil. Donc ce n'est pas le noir des abysses, ce n'est pas les couches lumineuses de la surface, c'est cette zone intermédiaire, on va dire entre 60 mètres et 120 mètres de profondeur. Mais comment on explique qu'on n'a jamais exploité cette partie? Parce qu'elle est difficile d'accès. Aller en plongée sous-marine au-delà de 60 mètres, ce n'est pas une démarche anodine. C'est compliqué, c'est risqué. Et donc il faut une volonté particulière, un savoir-faire particulier. Et il se trouve que la Méditerranée, c'est aussi le berceau de la plongée sous-marine en tant que discipline. Beaucoup de choses ont été inventées ici. Et c'est pour ça que j'ai à cœur, cette année 2019, de revenir en Méditerranée pour que ma prochaine expédition se passe ici, dans ces écosystèmes profonds, entre 60 et 120 mètres, là où l'on trouve ce que l'on pourrait appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors le terme exact, c'est des récifs coralligènes, mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est des roches bioconstruites, ce sont des animaux qui construisent eux-mêmes leur substrat, des coraux, des algues calcaires, des éponges, des mollusques, des vers marins, tout ça fabrique un substrat, fabrique de la roche, et évidemment après cette roche accueille encore plus de faune et de flore. Et c'est des choses peu connues, parce que difficiles d'accès, qui sont extrêmement variées, plus de 1600 espèces sur 1 mètre carré. C'est presque aussi riche qu'un récif tropical. C'est très très coloré, plus coloré qu'un récif corallien des tropiques. Et pour autant, la plupart des gens l'ignorent complètement. On a les yeux rivés vers les tropiques, si ce n'est vers les astres et la planète Mars. Et là, juste devant nos plages, il y a encore des joyaux à illustrer, à étudier. C'est finalement un message que vous voulez passer. On peut prendre le message qu'on veut. Moi, je sais qu'il y a quelque chose à explorer. Il y a quelque chose à faire en Méditerranée. Et donc, ça fait un grand nombre d'années que j'essaie de réunir les moyens nécessaires, parce que forcément, c'est compliqué, de 60 à 120 mètres. Je veux utiliser les moyens de la saturation, c'est-à-dire m'affranchir des paliers de décompression. Donc pour ça, ça veut dire qu'entre deux plongées, on doit vivre dans un caisson pressurisé. Et donc, au mois de juillet, on va partir pour 28 jours à saturation, 28 jours sans sortir de notre caisson de 5 mètres carrés, nous serons 4 à vivre entre 60 et 120 mètres de profondeur et faire un petit voyage itinérant depuis Marseille jusqu'à Monaco et retour.
Et au cours de cet itinéraire, on pourra sortir de notre module de saturation à notre guise, autant d'heures qu'on le souhaite, pour aller se balader dans ces profondeurs qui jusqu'à présent ne nous laissaient faire que des incursions très brèves pour des heures de décompression. Et est-ce qu'on peut appeler ça finalement une plongée en totale autonomie? Je sais que vous avez un rêve particulier, rester en totale autonomie pendant plusieurs heures et plusieurs jours peut-être. C'est un peu le paradoxe. Si tous mes camarades qui vont m'aider, s'ils m'entendaient dire que je vais être autonome alors que j'ai besoin de 25 personnes en surface pour m'aider, ce serait un peu malvenu et pas très sympa pour eux. Donc c'est de la plongée autonome dans le sens que chaque fois que l'on va sortir de notre module à grande profondeur, on sera libre, on sera relié à rien du tout. D'ailleurs, avec cette condition sine qua non qu'à la fin de notre exploration de 2, 3, 4 heures, il faut revenir à notre module de saturation parce qu'on ne peut pas remonter à la surface, c'est fini ça. Et donc c'est là qu'il y a une vraie autonomie, une vraie liberté avec